Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne en ce mardi après-midi. J'espère que vous êtes bien installés chez vous afin d'écouter cette émission avec un invité de marque puisqu'il s'agit de M. Yann Monplaisir, premier vice-président de l'Assemblée de Martinique. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, merci de m'avoir invité ce soir. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal parce qu'avec les dernières plénières, ce qu'on a vu, votre courrier il y a quelques semaines aussi, vous fustigez un certain nombre de réactions. Je souhaitais vous avoir effectivement pour que vous puissiez éclaircir les choses au niveau de la population, ne serait-ce que puisque j'ai reçu aussi le président Lise, et ne serait-ce que sur les statuts même de la CTM, est-ce que les choses se passent comme elles devraient se passer? Est-ce que la collectivité territoriale de Martinique doit être dirigée par une seule personne? Comment ça fonctionne en fait? Grosso modo, globalement, nous parlons de ça. Nous parlons aussi de confinement et de déconfinement. Nous parlons d'économie, puisque vous êtes en charge de l'économie et vous êtes un chef d'entreprise dans le privé. Donc vous êtes bien placé pour nous expliquer un petit peu ce que ce corona a provoqué comme dégâts pour la Martinique. On dit qu'il y aura probablement des licenciements à l'appel et des sociétés qui vont disparaître. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Monsieur Monplaisir. Alors, vous êtes aussi le patron de Bas Pays en Chance. C'est le groupe qui a fusionné avec Grand Semblé pour une gestion de la collectivité, la première collectivité territoriale de Martinique. Vous le dites souvent, vous avez fait un contrat de gestion. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette gestion n'est plus possible, Monsieur le Président? Alors, quand on fait un contrat comme celui-là, on se doute bien que les choses ne seront pas tous les jours simples. Et on est sur des projets qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en plus, comme nous sommes la composante minoritaire de cette majorité, il est évident que nous n'avons pas les leviers en main, même si nous avons certains leviers en main, heureusement d'ailleurs. Et donc, je me doutais que ce ne serait pas simple. Cela étant dit, nous avons composé dans l'intérêt de la Martinique. Moi, je ne souhaitais pas qu'il y ait une crise institutionnelle, que l'on se retrouve dans une situation où la collectivité n'aurait plus été dirigeable ou gérable. Et donc, on compose. Je veux dire, et j'essaie, et j'ai toujours essayé, je continue d'essayer de faire au mieux de l'intérêt de la Martinique. Ce qui a changé récemment, c'est qu'il y a eu cette crise du Covid. Et cette crise du Covid nécessite, compte tenu de sa gravité et des conséquences qu'elle aura demain, économiques et donc sociales, et donc perte d'emploi, et donc des familles qui vont être, je dirais, meurtries par... Et je voudrais que ce soit le moins possible le cas pour la Martinique. Si on veut éviter une catastrophe économique, et c'est ce qu'a fait le gouvernement, il y avait des mesures d'urgence à prendre. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. La collectivité, en partie sous l'impulsion de la commission que je préside, a également fait des propositions et pris des décisions pour pallier à l'immédiat. L'immédiat, c'est quoi? C'est qu'il fallait maintenir, si je peux faire une comparaison, il fallait maintenir le blessé en situation de survie. Donc, il fallait lui injecter un peu de sang. Et ce sang, c'était de l'argent public pour éviter qu'il ne meure parce qu'il n'avait plus la capacité d'irriguer les vaisseaux, etc., etc. Donc, on a fait des injections. Le gouvernement a fait des injections avec un certain nombre de dépenses publiques, avec la prise en charge d'un certain nombre de dépenses, avec l'accélération de certains paiements, etc. C'est ce que nous avons fait aussi à la collectivité. Nous avons demandé aux entreprises de nous amener des demandes. L'État mettait une certaine somme. Nous avons mis 2 000 €. Les procédures sont simples. Il y a plus de 5 000 demandes, 6 000, je crois, demandes déjà en cours d'examen et certaines ont obtenu une réponse. Donc on a fait ce qu'il fallait. Nous avons fait ce travail. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé au sein de la commission que je préside avec Madame Torpille, avec Marinette Torpille. Nous avons conduit ces dispositions-là. Ça a été voté en plénière. Et donc nous avons fait ce travail. Il faut aussi, dans le même temps, que l'on pense à ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Il faut relancer la commande publique. Et donc, il faut donner une impulsion. C'est ce que fait l'État, c'est ce que fait l'Union européenne, c'est ce qu'ont fait tous les pays du monde. Vous savez que les États-Unis ont décidé d'emprunter plus de 1 000 milliards de dollars. L'Europe
près de 750 milliards de dollars, et la France elle-même, ce sera de l'ordre de 60 milliards d'euros. Et tout cela va donner lieu à des plans. Le plan du gouvernement sera présenté en septembre. Et moi, je dis, soyons prêts. Et donc, je voulais échanger là-dessus avec le président de l'exécutif, parce que j'avais entendu dire qu'il n'était pas très enclin à la mise en place d'un plan de relance. Bon, je l'avais entendu au travers de certaines déclarations, je l'entendais au travers des propos de mon collègue Branchi, qui préside la commission des finances, et qui était très en deçà de la main, et qui, grosso modo, le raisonnement qui était tenu, c'est, étant donné qu'il y a une crise, étant donné qu'on aura moins de recettes, et je rappelle que l'État s'est engagé à compenser les pertes de recettes pour les collectivités, et étant donné qu'on aura moins d'octroi de mer, eh bien, il faut en quelque sorte se montrer très très prudent et surtout ne pas dépenser. Mais c'est une erreur. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut impulser la demande à travers la commande publique. Il faut accélérer le paiement pour les entreprises. Il faut débloquer les fonds de garantie qui sont bloqués pour certains depuis plus de 4 ans, qui sont cette partie de la somme qui est due aux entreprises quand elles ont fait des travaux et que l'on garde pour s'assurer qu'effectivement tout est fait conformément à la commande. Ouais. Bon. Et des fois, il y a des choses qui remontent à 4 ou 5 ans où les entreprises ont fait tout et les travaux ne sont pas réceptionnés. Et donc... Mais les factures déjà ne sont pas payées en temps et en heure, me semble-t-il. Hein, déjà, il y a un retard dans le paiement des factures. Il y a des procédures trop lourdes et des fois, peut-être qu'il y a une mauvaise gestion de la trésorerie parce que là encore, au lieu de faire appel à l'emprunt pour assurer, comme n'importe quelle entreprise ou particulier le fait, pour assurer la souplesse dans les paiements, eh bien, on fait supporter aux entreprises le prix, le financement bancaire finalement. Puisque au lieu d'emprunter pour payer les entreprises, on paie les entreprises avec du retard, ce qui revient à se faire du crédit sur le dos des entreprises. Donc, c'est cette discussion que je voulais avoir dans grande sérénité, avec la plus grande sérénité. Vous avez demandé plusieurs fois rendez-vous au président du Conseil exécutif. Alors, j'en venais à ça. Et vous vous rendez compte qu'en pleine situation de crise, avec la gravité de la situation, l'urgence des réponses à apporter, 28 jours après avoir sollicité un entretien téléphonique ou autre, avec le président de l'exécutif, je n'arrive pas à lui parler. Je n'arrive pas à lui parler parce que, bon, j'entends bien qu'il y a un emploi du temps chargé, mais quand même. Donc, je lui ai écrit pour lui dire, bon, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop. Et je lui ai écrit surtout pour lui dire ce que je lui ai dit en face, parce qu'il a quand même fini par me recevoir, que la situation était grave et qu'il ne me semblait pas qu'il prenait, lui, le président de l'exécutif, la mesure de la gravité de la situation et de l'urgence qu'il y avait à prendre des décisions. Et c'est là-dessus qu'on a, je dirais, une divergence de fond. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je me tais dans ce cas-là. Alors, dans d'autres temps, j'aurais essayé de revenir derrière parce que le temps était moins important. Mais quand vous êtes en crise, c'est pas comme si vous prévoyez que vous allez être malade. Vous êtes à l'article de la mort. Il y a des gestes d'urgence à faire. Il y a des gestes de réanimation à pratiquer sur le malade. On n'en est plus à se demander, tiens, il n'a pas l'air à avoir bon teint, etc. On va lui filer quelques vitamines. On en est à la survie de notre économie. Et moi, je crains qu'il n'y ait des drames à la rentrée de septembre. Pourquoi septembre? Parce que d'abord, il y a eu un amortisseur avec les paiements versés par l'État, par la collectivité, qui ont permis aux gens de tenir. Ensuite, il y a le délai de latence. Les gens, bon voilà, ils réagissent comme ils peuvent. Et puis ensuite, il y a la réalité qui les rattrape. Bien sûr. Alors, nous allons voir des images de la plénière, la dernière plénière que vous avez tenue avec vos collègues de l'Assemblée, le président Lise et M. Boutrin, M. Lordino. Bon, il y a toute une série de questions que l'on se pose sur certaines choses, sur l'histoire de Séguineau aussi, par exemple. Cette histoire qui dure depuis 11 ans. Apparemment, c'est les Martiniquais qui semblent ne pas comprendre certaines choses. Je vous propose, M. Yann Monplaisir, de voir déjà un premier extrait de ce qui s'est passé en plénière, où vous avez d'ailleurs dû intervenir assez durement pour demander certaines choses. On y va, Grégory. Parce que c'est inadmissible.
cette charge de M. Lordino. Et chers collègues, elle est d'autant plus inadmissible que pendant 4 ans et demi, je n'ai rien dit. Pendant 4 ans et demi, je l'ai bouclé. Pendant 4 ans et demi, je savais qu'il y avait un conflit d'intérêts entre une entreprise dirigée par M. Lordino, alors qu'il était élu du parc naturel. Cette entreprise a eu un marché gré à gré au niveau du parc naturel. Pour un montant, tenez-vous bien. Mais pourquoi tu n'as pas porté plainte, Boutrin? Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Tu m'accuses personnellement? Non, Boutrin, il faut que tu arrêtes. Président, je t'avais prévenu. Il faut que tu arrêtes ça. Ni toi, ni Marissette. Il faut que vous arrêtez comme je le propose. Parce que le voleur, c'est toi. Si tu ne portes pas plainte, c'est que tu es un voleur. Moi, je l'ai dit, tu es un voleur si tu ne portes pas plainte. Ouais. S'il vous plaît. Parce que tu ne défends pas les intérêts de la collectivité. Si tu ne portes pas plainte, c'est que tu es un voleur. Alors moi, je te dis, avocat, porte plainte. Président, nous ne sommes pas dans un tribunal. Je pense que, bon, présente ta défense, mais ne personnalise pas, s'il te plaît, puisque tu vas évidemment entraîner le débat, et normalement, il ne doit pas y avoir de débat entre les conseils exécutifs et les membres de l'Assemblée. Tu vois, ça va me mettre... Pourquoi je me suis énervé? Président, à ce stade-là, je te rejoins si tu me permets. Je pense que cet incident est relativement grave, pour ne pas dire très grave. On ne peut pas mettre en cause comme cela un membre de notre Assemblée. Si on met en cause le membre de l'Assemblée, il faut en apporter les preuves. Et si on a les preuves qu'il y a eu des actes anormaux de gestion, fussent-ils passés, il faut que les actions en justice soient conduites, autrement nous sommes complices. Et maintenant que nous avons entendu ces accusations-là, je pense qu'il n'est pas acceptable non plus que l'exécutif n'engage pas les actions en justice qui devraient se traduire par le constat qu'il fait aujourd'hui, qu'il porte publiquement. Je trouve que c'est tellement grave que je suis outré. Je suis outré et hors de moi. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. D'abord, j'avais l'impression qu'on répondait à côté de la plaque. Ce n'était pas ça mon propos. Je voulais savoir ce qui avait conduit à ces retards, pourquoi on avait ces retards, pourquoi maintenant, pourquoi, etc., etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a un véritable règlement de compte d'un membre de l'exécutif avec un membre de notre Assemblée. Cette manière de procéder n'est pas acceptable. Et je demande d'ailleurs à M. Boutrin de présenter des excuses à notre Assemblée et à M. Lordino. C'est inadmissible, inadmissible. Et personnellement, j'ai entendu un certain nombre d'allusions concernant un certain nombre d'élus. Je le dis avec solennité. S'il y a des gens qui connaissent des choses, sur des personnes, qu'ils le disent, mais qu'ils ne procèdent pas de cette manière-là. Parce que ce type d'allusion est inacceptable. Et je le répète encore, que ceux qui font comme ça des menaces, eh bien, ils commencent par balayer devant leur porte. Qu'ils commencent par balayer devant leur porte. Allons-y, chers collègues. Chers collègues, tu m'as interrompu, mais parlons-en. Monsieur Boutrin, j'avais la parole. Ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible. C'est un incident. C'est un incident de non, je suis désolé. J'avais la parole. J'ai prévenu. Ça n'est pas admissible. C'est pas parce que tu as la parole que tu peux te permettre d'insulter. Ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible. Vos méthodes sont inadmissibles. Tu ne peux pas insulter des élus comme ça. Tu veux que je le mensonge dans le débat politique est inadmissible. Votre méthode d'introduire des allégations mensongères dans le débat politique est inadmissible. Ça n'est pas admissible. Et je ne vais pas l'accepter. Je dis que c'est inadmissible également. Je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Ne forcez pas des élus. Ne forcez pas des élus dans l'Assemblée à souligner un certain nombre de choses qui sont anormales. Ne forcez pas les élus à le faire. Je suis désolé. Mais il faut retirer ce qui a été dit là. Non, je ne retire pas ce qui a été dit et je vais même rajouter. Président, je demande une suspension de séance. Ça n'est pas admissible. Oui, Président, je n'accepte pas ça. On ne peut pas insulter un élu comme ça.
On ne peut pas proférer des menaces publiques sur un élu comme ça. J'estime que Voyons qui voyage, frère. à la fois du parc naturel et Ce la volonté du président n'est pas admissible, président. C'est un incident grave qui se produit là. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé lors de la dernière plénière. Succinctement, pour que les gens comprennent bien, M. Boutrin aurait porté donc des accusations contre M. Lordino, qui, et puis vous, en tant que président de l'Assemblée, vous n'avez pas admis qu'un membre de votre Assemblée soit comme ça, mis sur la sellette sans preuve. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on a une fin de règne que les choses se passent comme ça, M. Montplaisir? Parce que c'est pas normal que l'Assemblée de Martinique, le Conseil exécutif et des membres de l'Assemblée, on arrive à ce stade-là. J'aimerais qu'on revienne à plus de sérénité. Et celui qui le dit a eu, du fait de l'outrance du propos que j'avais entendu, a eu vraiment du mal à contenir non seulement sa désapprobation, mais sa colère, parce que j'étais en colère. Ce qui s'est passé est grave. Et ça aurait pu être moins grave si M. Boutrin, mesurant, je dirais, l'excès de son propos et son côté extraterrestre et insupportable, avait tout simplement dit, écoutez, bon, peut-être que mon propos n'était pas tout à fait adéquat ou présentait des excuses comme il le voulait, mais d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas fait cela, il a insisté. En disant qu'il va en rajouter d'ailleurs. Qu'il allait en rajouter. Bon, alors d'abord, je dirais que maintenant, c'est une affaire publique. La justice devrait se saisir de cette affaire, puisque M. Boutrin porte des accusations et que maintenant, il semble qu'il y ait un problème. Il faudrait que M. Boutrin, d'ailleurs, devrait être le premier à porter plainte. D'autant qu'il est avocat. D'autant qu'il est avocat, parce que maintenant, s'il ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il est sous-tireur, comme on dit chez nous. Et dans la justice, ça a un sens. Cette complicité le rend coupable. Donc d'abord, j'aimerais qu'on arrête avec ce système d'insinuation. Ce sont des méthodes, et je l'ai dit après, parce que malheureusement, après l'interruption, on a encore continué un peu. Je l'ai dit, ce sont des méthodes qui sont des méthodes... C'est ce que faisait Staline, quoi. Ce sont des procès, on appelle ça les procès staliniens, quoi. Et donc, on ment, on diffame les gens, on les salit, et après, il en reste toujours quelque chose, parce que vous aurez beau défendre votre honneur, on aura toujours déjà lancé ça à la cantonade, et il y aura toujours quelqu'un qui va s'en saisir et qui va dire « mais ça doit avoir un fond de vrai, parce que finalement, il l'a dit en public, et etc. etc. » Donc, ça n'est pas acceptable. Et ce sont des méthodes que l'on ne connaissait pas dans les assemblées, en tout cas à ma connaissance, jusqu'à ce jour. Et donc sur le fond, et sur la forme, on a un vrai problème. Ce que je constate aussi, c'est que est-ce que c'est une fin de règne? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Ce que je constate, c'est qu'on a du mal à accepter la critique. La critique et le débat, et je l'ai dit aussi après, ce sont des éléments indispensables à la démocratie. Si vous venez et que vous attendez de ceux qui sont en face de vous qu'ils acquiescent systématiquement pour donner le sentiment que vous êtes un homme et que vos décisions sont parfaites, vous n'êtes pas dans un dispositif démocratique. Par définition, quelqu'un peut ne pas être d'accord avec vous. Il peut avoir tort ou raison, mais il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Autrement, c'est la porte ouverte à tous les excès, tous les dysfonctionnements. Et puis on est dans une dictature en quelque sorte. Or, moi je suis quelqu'un de profondément libre. Profondément libre. Et je me suis posé un certain nombre de questions quand j'étais plus jeune, comment j'aurais agi dans certaines circonstances. Avec l'âge que j'ai maintenant, je sais que si j'avais été un jeune au moment où la France a été soumise au joug d'un système totalitaire venu de l'Allemagne, je sais que je me serais révolté. Je sais que j'aurais été un combattant. Je sais ça aujourd'hui, parce que je me posais la question pour toutes sortes de raisons. Et donc, je n'accepte pas que l'on essaie de me mettre dans un système où l'on veut interdire ou brider ou brimer les ou la liberté, tout simplement. Et donc, ce système-là dans lequel on voudrait nous amener, il n'est pas efficace et il n'est pas démocratique. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça.
Et peut-être qu'effectivement, vous avez raison, comme on voit arriver la fin du mandat, etc., peut-être que ça tend un peu les relations. Mais l'Ordino, il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. C'est son droit. On va lui répondre. Monsieur Boutrin peut lui répondre. Il a le droit de dire qu'il considère qu'il y a un déficit. On nous présentait une demande des demandes de financement. On nous présentait des demandes de financement pour des opérations qui remontaient à 4 ou 5 ans. C'est moi qui ai posé la question. On est en droit de demander, mais pourquoi est-ce que vous avez mis tant de temps? Je suis fâché avec personne. Je n'ai pas insulté M. Boutrin. Je n'ai pas dit... Mais j'ai le droit de le demander. Sinon, je sers à quoi? On attend quoi de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Que nous venions là comme des bénis oui-oui? Que nous acquiescions à tout? Alors, avant de parler de ce qui se passe au loin avec cette histoire de tuyau, je vous propose, et aux téléspectateurs de Zouk Télévision, donc, de voir la colère, hein, et c'est peu dire, du président Claude Lise suite à toutes ces interpellations-là. Et après, donc, nous parlerons d'autres choses, d'autres sujets qui intéressent aussi les Martiniquais. On y va, Grégory. Non, mais je passe de laisser parler des conseils. Et alors, le moindre membre de l'Assemblée à qui je donne la parole. Et toi-même, combien de fois tu interviens? Quand on doit intervenir une seule fois, tu interviens 3 fois, je te laisse intervenir. Vous êtes dans la politique aiguille en permanence. Je ne suis pas un fondeur, moi. En permanence. Dès qu'on touche au moindre petit point qui ne vous convient pas, vous montez comme une horde, comme une meute, vous montez. Ça suffit. Bon, ben, ça suffit pour moi aussi. C'est pas possible, ça. Ouais. Président, on est en vote, monsieur Adé. Président, tu as raison, président. Tu as raison. Nous devons laisser s'exprimer la démocratie. Bien. Alors, concernant Seguino et ce fameux tuyau qui posé là depuis 11 ans, qui n'a jamais été en mise en terre, il y a un problème donc avec le propriétaire du terrain. Et c'est en ça que M. Lordino a fait une proposition, je crois, pour essayer de trouver une transaction, je crois, avec le propriétaire du terrain qui s'avère être un béquet, mais c'est aussi un Martiniquais. En fait, bon, c'est une opération commerciale, j'ai envie de dire. Parce que j'ai aussi vu d'autres propositions qui sembleraient coûteraient plus cher. Donc, quel est votre sentiment sur cette histoire? Est-ce que ça ne pourrait pas être réglé plus vite, cette histoire, et puis au lieu d'en arriver là? Ça aurait dû être réglé. Vous savez que c'est une affaire qui remonte à 11 ans. Ouais. Et je dirais, je serais tenté, mais je le dis, quelle incurie, quelle incapacité des élus martiniquais. Ceux qui étaient là avant et 11 ans pour en être au même point. C'est-à-dire qu'on voit tout l'argent qui a été perdu, parce que des fois il a fallu mettre des systèmes de secours qui ont coûté plus cher. Les Martiniquais n'ont pas d'eau, ce qui est encore scandaleux. En plein Covid surtout. Et voilà refaisons un petit peu l'histoire de ce truc-là. On nous amène une demande pour faire 5 millions de travaux, pour contourner le terrain de M. Bali. C'est-à-dire 80 mètres de terrain qu'on doit traverser. Mais comme on ne veut pas donner au béquet de l'argent, on lui dit on va contourner et au lieu que ça coûte 1 million d'euros, on va dépenser 5 millions. OK? Au départ. Au départ. L'argent des Martiniquais. L'argent qui aurait pu servir à autre chose. À équiper par exemple les écoles sur lesquelles on ne trouve pas l'argent soi-disant pour faire les travaux. Bon. 5 millions d'euros au lieu d'1 million. On dit, attendez, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est votre problème? Ah, ben le béquet, il ne veut pas parler. On interroge le béquet en question. J'utilise volontairement ce terme béquet pour bien montrer que tout ça, c'est des conneries. Excusez-moi, je suis tellement trivial. Je suis obligé de dire ça. Parce que nous sommes tous des Martiniquais. Nous sommes tous des Martiniquais. Blancs, noirs, mélangés, Kako, Milat, Syriens, Indiens. Tout ça, c'est des Martiniquais. Des gens qui ont leurs droits. C'est pas parce que je suis descendant d'Africains et d'Européens que j'ai plus de droits que celui qui est descendant seulement d'Européens et il n'y en a plus, qui serait seulement descendant d'Africains, puisque nous sommes tous dans ce pays mixé aujourd'hui. Bon, donc ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Mais certains ont ce type de raisonnement. Et en fait, on bloque tout. Les Martiniquais n'ont pas d'eau. Ça va coûter cher.
Ça a déjà coûté très cher, même trop cher, et on n'a pas réglé, après 11 ans, 11 ans, un problème qui aurait pu être réglé en 11 jours. C'est quand même de l'incurie, c'est quand même scandaleux. Et on nous explique que le Béquet ne veut... Alors on interroge le Béquet. Et le Béquet dit, écoutez, moi je dis il y a longtemps que je demande de parler, on refuse de me parler. Vous vous rendez compte de ça? C'est ça la vérité. C'est-à-dire, il ne parle pas Béchéa, il aussi mieux puni les Martiniquais, pigé nous, fait qu'ils nous panient de l'eau la nous, fait qu'ils nous dépensé en paquet l'argent inutile, fait nous payer 5 millions au lieu de payer 1 million. Tout ça pour l'appétit en Béché, il passe à Wanzier. Ça c'est couillonnade, maman là. Couillonnade. Donc, nous avons une grande discussion, je vous rappelle, nous avons une grande discussion, et au bout de la discussion, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord, M. Marie-Sainte n'était pas d'accord pour ne pas le citer. Il va citer non, il va citer non yo. Parallélisme. Radio, pas chercher Chabentala. Peut-être d'autres connaissent d'autres charbins, mais pas chercher Chabentala. D'autres qui chercher moins, d'autres qui trouver moins. Bon. Ils ont M. Marie-Sainte qui ne discutait pas, qui a disait à monsieur le président de l'exécutif de ne pas discuter, etc., etc. Nous lui avons dit, nous avons des autres discuter. Parce que nous pas pour l'appétit, on a comme ça, nous parler piger pays noir. Faire payer plus cher, et puis pas passer mon nom de l'eau. Donc nous dit, monsieur, nous votons ça. Nous dit, allez parler Béchéa. Parlez par Béchéa, et puis gardez comme une autre canton pour payer à fini pour faire. Qui ça y a fait? Comme monsieur pas content, parce que la vérité, bon a dit, hein, monsieur pas content qu'il l'Assemblée a dit faire un bagaille. Puisque ces gens n'ont pas l'habitude tellement accepté en majorité. C'est depuis qu'on a décidé, tout le monde a dit oui. Décidé, c'est oui. On décidé, c'est oui. Mais non, on laisse si on n'est pas d'accord, on a dit non. On a dit non, on dit l'autre là. Bon, nous disons non. Là, nous disons non. Il fait une idée, il dit ah, l'autre dit non. Pas dire rien. Il part et puis non. Hein? Et puis il va parler de Béchéa tout. Là, ouais, ça, il dit Béchéa comme ça. Je dis moi de parler plus, hein. Je dis moi parler plus, mais je vais 14 000 euros. Hein. Mais ça qu'il oublié de dire, c'est 3 hectares de terre, il va parler là. Ouais. Il oublié de dire qu'en 2015, le Conseil général a déjà discuté, et puis même Béchéa, et il a déjà d'accord avec Béchéa pour bailler 450 000 euros. De sorte que les Béchéa dit baille 225 000 euros, il a demandé seulement la moitié, ça ou déjà tombé d'accord et puis. Qui nous a dit qui ne s'est pas ça pour te fait, ça c'est, mon peut dire, peut-être, il était qu'à proposer trop. Mon peut dire ça, mais peut-être. Mais c'était déjà un accord. C'était déjà un accord. Et compte tenu que c'était déjà un accord, si vous voulez piger Béchéa avait dit, regardez ça, je vais au tribunal. Là où aller au tribunal, ou pas, gens savent si vous gagnez, si vous perdez. Et puis là où aller au tribunal, en seul bail certain, ou là pour 2 ans, 3 ans. Tant pour faire discussion, tant pour faire mise en état, tant pour faire audience, tant pour faire des bagailles, tant pour faire appel au tribunal pour 2 ou 3 ans si toute bagaille allait vite. Donc ça veut dire pendant 2 ou 3 ans, on a 2 solutions. Soit on va piger ces Martiniquais qui a toujours pas de l'eau, soit on va payer 5 millions d'euros pour pas dépenser en 200 000 euros. Donc ça n'est pas responsable l'attitude. Ça est irresponsable. Et laissez mon nom qui dit comme ça, ah oui, un tel fait ça pour Béchéa, etc. Pas parler comme ça, maman là. Zot même zot ni ti m'ont sauté bokay zot. Zot même zot ni en droit. Si un monde qui vient dire qui a passé kay zot, qui coule les autres, qui zot indien, qui zot syrien, qui zot nèg, qui zot blanc, qui zot Béchéa, qui zot milat, zot qui demandé droit zot maman là. Même si nous pas d'accord avec zot qui demandé droit zot. Alors à l'état, il faudra comprendre que Missia ni doit demander droit. Surtout il est déjà tombé d'accord pour 450 000 euros. Là il vient faire lettre là il écrit Marie-Jeanne et puis Claude Lise président conseil et président l'exécutif et puis président de l'Assemblée. Il dit, oh maman là,
Je vais proposer aux autres, bon, 225 000 euros. 225 000 euros, regardez bien, maman, là, c'est la moitié 450. Ce n'est pas par hasard qu'il proposait ça. Il proposait la moitié, ça, il a déjà dit, il est d'accord. Puisque, comme il a dit, excusez-moi, je ne parle de petits grossiers, mais c'est pour ça que nous parlons le jour de Martinique. Tu étais plein. Il était niassé, puis ça. Il était niassé, puisque, vous savez, il était qu'à jouer, il était qu'à bagailler, à sous radio, etc. Donc il dit, monsieur, prends terre, je vais prends pour 225 000. Je te dis, moi, 450. Je vais faire, ou elle et puis moi, prends pour 225. C'est en discussion. Pour ne pas aboutir, puis Bouga, pour Bouga peut dire non, puisqu'on a besoin de montrer aux gens qui ne savent pas fait. Ou quoi dire, ou quoi proposer 14 000 euros. Quand même. Et c'est en discussion. Et non seulement quoi proposer 14 000 euros, mais il a demandé de recevoir et puis il peut parler, puis peut-être que tu peux tirer à sous 225 000 là, ou tu peux tirer encore 25 000 encore là. Non, ou quoi refuser de recevoir mon nom. Ou quoi dire, comme ça, je ne peux pas recevoir. Je ne parle pas. Quoi recevoir, ou quoi dire, foutez-moi bien, si vous ne pas accepter 14 000 euros, je vais faire un plutôt. C'est ça, je dis. Eh bien, mon cher, nous dit, monsieur, à pas fait bêtises et puis quoi. Des fois, vous savez, vous aller dans le bagaille, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter de l'eau aux Martiniquais. Soulager la population martiniquaise. Et de le faire dans les meilleures conditions économiques possibles. Si on n'avait pas fait cette transaction avec ce monsieur, l'eau serait arrivée seulement dans 2 ans, et ça nous aurait coûté 5 millions d'euros, et qui aurait perdu, c'est les Martiniquais et la collectivité territoriale. Donc c'est pour ça, disez monsieur pas trop dit ça encore, parce que vous ouais, qu'il n'y a pas ça géré en patate. Il n'y a pas ça géré en patate. Là, on a raisonné comme ça. Parce que c'est pas l'argent qui a raisonné comme ça, parce que moi, certain si c'était l'argent Marie-Sainte. Si Marie-Sainte était pour payer 5 millions, ou bien 225 000 euros, moi, certain pas qu'il hésiter pour y choisir. Mais comme ce n'est pas l'argent, ils s'en foutaient. Eh bien, moi, l'argent public là, c'est considéré, mon café considéré c'était à moi. Parce que c'est pour le peuple là, mon travail. Donc, l'argent public là, mon gérer au mieux des intérêts de la Martinique. Mon pas faire zanzolage, mon pas danser, mon pas faire balzouel, et puis l'argent, les autres. L'argent, la collectivité a pas ta Daniel Marie-Sainte. C'est pas ta moins. C'est ta les Martiniquais. Pas gaspiller l'argent les Martiniquais qui a fait bêtises et picot. Voilà. Donc c'est pour ça que ça qui a passé là, c'est très 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 important. Parce que ça a sous-entendant l'eau bagaille de ça. Et campagne qui lancée actuellement pour essayer de faire quoi qui l'ordino c'est négabéchia etc. Ça c'est couillonnade maman là, couillonnade. Mankadou franchement quittez ça, on nous aller devant. Là où qu'a fait bagaille là, ou qu'a chercher un dérivatif. Ou quoi chercher un dérivatif, fait bagaille là, fait payer à marcher pour Jean pays. Pas chercher raison pour expliquer yo qui ou pas arriver, c'est pour ça ou pas arriver. Fait ça qui ni mon péni de l'eau la raili pour pas payer de l'eau à trop cher parce que normalement 5 millions d'euros nous dépenser yo pour mettre un prix de l'eau à pas d'air parce qu'il faut qu'on moun paye. C'est consommateur qui paye ça. Donc, maman, elle n'a pas fait bêtise comme ça. Pas fait bêtise. Mais, monsieur Monplaisir, il n'y a pas que... C'est pas l'ordino, puisque dans le propre camp du MIM, il y a beaucoup de personnes qui se sont abstenues. Puisque je vois là maintenant sur Facebook qu'on commence à fustiger ceux qui se sont abstenus simplement, qui n'ont pas voté pour ou contre. Ça veut dire quelque part que la raison l'a emporté, que les propres forces du MIM se sont rendues compte qu'il y avait un problème et ils ont laissé faire. Oui, je pense que on était devant une situation qui était tellement claire que même les élus qui auraient voulu exprimer une forme de solidarité avec l'exécutif, même ces élus-là étaient amenés à se dire bon, je peux quand même pas aller si loin, quoi. C'est ça, grosso modo. Je ne peux quand même pas aller si loin. Je ne veux pas marquer de défiance vis-à-vis
de l'exécutif parce que c'est politiquement grave, mais je ne peux pas me faire le complice de ça. C'est ça. Et c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça que les Martiniquais à qui l'on essaie de faire croire autre chose doivent entendre. C'est que si ces élus-là, on leur ramait conscience, en écoutant les discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, en examinant les éléments qu'ils avaient dans le dossier, et on avait des informations dans le dossier, se sont dit, mais non, ça n'a pas de sens ce qu'on veut faire là. Mais non, on ne peut pas mettre en cause l'intérêt des Martiniquais, l'intérêt général, l'intérêt de la collectivité en balance avec le fait qu'on n'aime pas le béquet ou les béquets. C'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans l'intérêt du peuple, faire ça. Ce sont des enjeux. Moi, je pense que c'est ça. Et heureusement, moi, ça me donne l'espoir dans mon pays. Parce que je me dis, même si, quelquefois, il y a quelques faiblesses ici et là, il y a quand même, quelque part, un fond des Martiniquais qui est un fond de bon sens et d'honnêteté et de justice. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est ce sentiment d'injustice. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, et nous ne devons pas accepter que l'on condamne quelqu'un pour la couleur de sa peau. Ça n'est pas possible. Pas nous les Martiniquais, pas nous qui sommes pour la plupart des sans-mêlés, pas nous qui avons quelque part cette déchirure au fond de nous, cette souffrance qui est née même d'une forme, à un moment, d'une négation de cette histoire douloureuse qui fait qu'aujourd'hui elle ressurgit. Donc nous sommes comme Mandela, plus que tout autre, nous devons être contre tous les racismes. On ne peut pas accepter ça. Alors justement, je voudrais vous demander, vous êtes Martiniquais, monsieur Monplaisir? Vous en doutez, monsieur? Non, je vous pose la question pour que ce soit clair pour les téléspectateurs. Oui, je suis profondément. Non, vous êtes né en Martinique. Je suis né en Martinique. Non, parce que je vois maintenant, depuis cette histoire, brusquement, on parle de vous comme un Saint-Lucien. Donc, je voulais simplement que les téléspectateurs sachent que vous êtes vraiment né ici même. J'avais compris que c'était une plaisanterie et une boutade, c'est pour ça que j'y répondais comme ça. Là aussi. Ici, non, mais c'est une façon. Vous savez, j'ai regardé une émission, je le répète parce que ça me plaît de le répéter. J'ai regardé une émission hier soir que certains ont dû regarder sur le général de Gaulle. Et le général de Gaulle disait qu'il était un patriote. Et il disait ce qui différencie le patriotisme du nationalisme, c'est que le patriote, il aime son pays. Et le nationaliste, il déteste le pays des autres. C'est ça. Et donc, moi, j'aime mon pays profondément. Je suis profondément martiniquais. Profondément martiniquais. Et je défends la Martinique en permanence. Je la défends au sein de la République. Je la défends quand elle est discriminée. Par exemple, aujourd'hui encore, je suis intervenu parce que, systématiquement, depuis une trentaine d'années, la Martinique est discriminée par rapport à la Guadeloupe. Toutes les directions nationales de représentation des instances sur la région qui représentent la Martinique et la Guadeloupe sont basées en Guadeloupe. Toutes les directions sont confiées à des Guadeloupéens. J'ai porté le dossier des algues sargasses. J'ai écrit au président de la République, au Premier ministre, aux parlementaires, etc., etc. J'ai écrit à tout le monde. J'ai rencontré le Premier ministre de Sainte-Lucie. J'ai discuté avec des gens de Barbade, de Trinidad. Je leur ai écrit, je leur ai dit, la problématique, il faut la régler au niveau régional. J'ai reçu quelques réponses de quelques parlementaires ici et là, pas beaucoup de ceux de la Martinique d'ailleurs. Finalement, le mouvement que j'ai enclenché par mes questionnements, le Premier ministre m'a répondu, m'a dit c'est une très bonne idée, etc. J'apprends que l'on confie la responsabilité de ce dossier à un sénateur guadeloupéen. Vous trouvez que c'est normal? J'apprends que récemment, le dossier du tourisme pour les Antilles est porté par un Guadeloupéen. Vous trouvez ça normal? Qui est-ce qui s'érige contre ça? Quel Martiniquais? Il y en a certainement. Mais à la tête de cela, il y a moi. Donc je suis profondément martiniquais. J'aime profondément mon pays. Que l'on me traite de Saint-Lucien ne me gêne pas. Je ne renie aucun de mes ascendants. Mon père était Saint-Lucien. J'en suis fier. J'en suis très fier. J'ai eu des ancêtres qui étaient des esclaves. J'en suis fier. J'en suis très fier. J'ai des ancêtres qui étaient des béquets, des métros, j'en suis très fier. Je ne les ai pas tous connus parce que je n'ai pas été contemporain de certains d'entre eux par définition. Mais je suis très fier de tous mes ancêtres.
Je suis donc profondément fier d'être martiniquais. Et je porte le drapeau de la Martinique au fond de mon cœur. Ah. Mais ce drapeau que je porte, si vous me permettez... Lequel, le rouge, vert, noir ou le lambi? C'est le drapeau de la Martinique. C'est un drapeau qui est fait d'humanisme. C'est un drapeau qui est fait du respect de l'autre, de l'amour des uns et des autres. Pas un drapeau de haine, pas un drapeau de rejet, pas un drapeau de frustration, pas un drapeau de revanche, pas un drapeau d'aigreur, pas un drapeau de souffrance, pas un drapeau d'abondance. Je porte d'abandon, je porte au fond de moi le drapeau d'une Martinique fière, debout, généreuse, à l'écoute des autres, qui soit un exemple de fraternité. C'est ça que j'appelle de mes voeux. Cette Martinique-là, regardez comme elle serait belle, alors que l'autre, aigri, frustré, souffrant, c'est pas une belle Martinique. Non, mais ce qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, en 2015, vous étiez martiniquais, et là, ces temps-ci, vous êtes Saint-Lucien. Donc, je me suis dit, je vais vous poser la question pour que ceux qui n'ont pas accès à vous puissent avoir une réponse claire et nette concernant ça. Je vais donner encore un petit bout de réponse. Moi, vous savez, je ne suis pas en guerre avec le président de l'exécutif. Pas du tout. C'est un homme pour qui j'ai du respect. J'ai fait un bout de chemin avec lui. Je ne le regrette pas du tout. Je pense que la décision que j'ai prise au moment où je l'ai prise était la bonne décision. Et je suis certain que si je devais la reprendre dans les mêmes circonstances, je la prendrais à nouveau. Mais ce n'est pas parce que j'ai accepté de faire un bout de chemin que je n'ai pas aussi le droit d'avoir ma propre vision. Ce n'est pas parce qu'on s'est mis d'accord sur un programme, un projet, que je n'ai pas le droit de dire à un certain moment que je ne suis pas d'accord, sans être en guerre, sans conflit. Et je demande à tous ceux qui le suivent et qui ont pour lui une affection sans doute plus grande que celle que j'ai moi aussi pour lui, comme beaucoup de Martiniquais. Vous savez, je n'étais pas PPM, j'avais beaucoup d'affection pour Césaire, qui me regardait très souvent et j'ai gardé quelques souvenirs de rencontres avec lui, puisque je l'ai rencontré dans le cadre professionnel, surtout. Et j'ai aussi une affection pour Alfred Marie-Jeanne, qui est un homme attachant, honnête. Mais au bout d'un moment, même si vous aimez votre papa, si votre papa va faire des bêtises, il faut lui dire, papa, c'est pas bon ce que tu vas faire. Et ça ne doit pas nous amener à nous fâcher. Et je voudrais que tous les Martiniquais me comprennent, tous ceux qui soutiennent et qui sont dans cette démarche-là, je leur demande de continuer à l'aimer comme je peux moi-même l'aimer, mais d'ouvrir les yeux. Et quand ça ne va pas, de dire ça ne va pas. Parce que ce n'est pas pour lui seulement qu'on travaille. Je travaille pour tous les Martiniquais. Vous êtes en train de nous donner un scoop. Ça veut dire, puisque le président Marie-Jeanne a déjà dit qu'il se représente en 2021, que vous allez renouveler l'alliance avec lui pour 2021? Non, vous n'avez pas écouté avec attention ce que j'ai dit. J'ai dit que si les circonstances étaient les mêmes aujourd'hui qu'hier, je referais le même choix. Parce que c'est une manière d'exprimer très clairement que le choix que j'ai fait au moment où je l'ai fait en mon âme et conscience, et qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tu as bien fait de faire ce choix. Mais aujourd'hui, on est en 2020, et quelques années sont passées, et l'expérience que j'ai vécue et la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons, qui, à mon avis, ne trouve pas les réponses, m'amène à la conclusion que aujourd'hui, les décisions qui sont prises ne sont pas les bonnes. Bien. Et donc, je l'ai dit au président de l'exécutif. Et je lui ai dit, quand je l'ai rencontré, que je lui avais indiqué qu'il n'avait pas besoin de regarder à droite ou à gauche et a fortiori derrière lui, que je ne lui planterais pas de couteau ni dans le dos, ni sur les côtés. Et que le jour où je ne serai plus d'accord avec lui, je le lui dirai en face. Eh bien, dans les circonstances et la gravité de cette crise, parce que je sens qu'il n'y a pas d'écoute, je sens que le système qui a été mené de faire les choses toujours un peu au ralenti, à contre-temps, vous voyez, c'est ça qui n'est pas acceptable là. Par exemple, aujourd'hui, on vient à peine de passer une commande, si on l'a passée, pour des masques qu'il aurait fallu commander il y a au moins un mois de ça. On avait tous les éléments pour prendre la décision. Processus de décision, lent, etc. Un mois. Alors, on va commander des masques.
comme la pandémie est en train de disparaître, en tout cas j'espère qu'elle disparaîtra, les masques vont arriver, ils vont nous servir pour la fois d'après, on va les stocker. On veut faire venir des médecins cubains, ils vont arriver après la pandémie. D'ailleurs, je suggère, pour éviter que la collectivité ne dépense inutilement 200 000 €, je suggère que ces médecins cubains soient mis à la disposition de nos frères de la Guyane, qui eux ont un vrai problème et qui auraient sans doute besoin de l'appui de ces médecins cubains. Et voilà, vous voyez, moi je suis pragmatique, je propose des choses concrètes. Je ne peux pas prendre l'argent collectivité a, moi dépenser pour lui dire, mais monsieur, je ne peux pas faire pour ces gens qui ont contentement. D'accord. Alors vous parliez tout à l'heure là de vos rapports avec le gouvernement, le Premier ministre, mais aussi le ministre de l'économie, monsieur... j'oublie son nom. Oui. m'aider, Notre ami, oui, du coup, vous me faites perdre son nom ici. Oui. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Oui. Je sais que vous avez son oreille, Oui. donc j'entends dire aussi ça et là qu'après, il y aura un remaniement ministériel. Est-ce que vous seriez approché pour être ministre de la Martinique? Parce que ce que vous êtes en train de dire sur la Guadeloupe et que certains hommes politiques martiniquais n'aiment pas quand je leur pose la question, pourquoi nous n'avons jamais eu de ministre à la Martinique? On me dit ça ne fait rien, ça ne change rien à la situation. Moi, j'ai la faiblesse de croire que si nous avions un ministre martiniquais ou si nous avions eu des ministres martiniquais, forcément, tous les mercredis, vous êtes assis face au président, mais à côté des autres ministres, si vous avez des dossiers à faire passer, vous les faites passer plus facilement que même un député de la République. Donc, eh bien, il serait peut-être temps qu'il y ait des ministres martiniquais. Je vous rejoins là-dessus. Et quel que soit ce ministre et quel que soit son bord politique, j'appuierai pour qu'il soit désigné si on peut avoir un représentant au sein du gouvernement qui soit un Martiniquais. Quel qu'il soit, quel que soit son bord politique, je pense que ce serait une bonne chose pour la Martinique. Et donc, il aura non seulement mon appui, si on me le demande, ce qui est peu probable, pour sa nomination, mais il aura mon appui également dans le cadre de son action. Si on vous propose, est-ce que vous accepterez vous-même? Vous voyez, vous me posez une question qui m'interpelle parce que je ne me la suis pas posée. Mais il y a une chose, c'est que j'ai le sens du devoir. Et je pense que quel que soit le Martiniquais à qui on propose ça, il n'a pas le droit de refuser. Mais on parle de M. Bruno Le Maire comme Premier ministre, peut-être potentiel. M. Darmanin, je crois, mais on parle aussi de Bruno Le Maire. Ouais. Et si c'est lui qui est Premier ministre, il peut peut-être faire appel à vous. Pourquoi? Parce que je le connais. Il connaît beaucoup de monde, vous savez. Il connaît beaucoup de monde. Et puis il y en a d'autres qui sont plus introduits que moi. Et puis il y en a d'autres peut-être qui font plus le lobby que moi. Je ne suis pas de cela. Non, pour l'instant, si vous voulez, moi je suis candidat, vous le savez, à une petite élection municipale dans une petite commune de la Martinique, encore que je n'aime pas utiliser le terme commune pour cette belle commune. Et donc, ça suffira à ma peine pour l'instant. D'accord, très bien. Alors, on va voir la réaction de M. Lordino, qui a bien voulu venir ici à Zouk TV pour répondre à une ITV. ITV conduite par Manuela, que nous regardons maintenant. L'objectif de la délibération est de permettre la signature d'une convention transactionnelle entre le propriétaire du terrain et la collectivité pour installer définitivement 83 mètres de tuyaux. Et cela va permettre à des milliers de familles martiniquaises de retrouver l'eau au robinet. C'est inacceptable en période de Covid-19, particulièrement difficile qu'il y ait des milliers de Martiniquais qui n'aient pas d'eau. L'objectif, c'est de faire que ces familles aient l'eau au robinet. Chacun devra assumer son vote. Aujourd'hui, il y a une délibération qui devra être transmise au contrôle de légalité, puis le conseil exécutif devra mettre en œuvre les travaux nécessaires après avoir pris la tâche du propriétaire du terrain pour d'abord notifier la décision et acter l'acquisition du terrain. C'est ça qui est important. Il fallait sortir de 10 années de polémique où un propriétaire qui, je le rappelle, disposait d'une proposition de la collectivité qui lui proposait 450 000 € en 2015 pour acheter son terrain. En 2020, il dit « Je suis prêt à une transaction à 225 000 € et je mettrai fin à toutes les poursuites. » C'est cela qu'il faut retenir. Nous ne pouvons pas, dans notre pays aujourd'hui, prendre des décisions en fonction des critères ethniques. Je le dis, ce n'est pas admissible. Gouverner, c'est rassembler. Gouverner, c'est équiper. Ce n'est pas diviser et polémiquer. Donc, aujourd'hui, il y a une décision légitime
juridiquement fondée qui permet de réaliser ces travaux, ce que les Martiniquais, et pas moi, demandent au Conseil exécutif, c'est de mettre en œuvre les travaux pour donner de l'eau à chacun. Voilà, bien espérons que ça va être fait assez rapidement parce que jusqu'à maintenant, bon, le Carmé est en train de passer, mais n'empêche que le Sud, Lamentin et compagnie, enfin, vous le savez mieux que moi, monsieur. Mais cette question-là dépasse. C'est terrible, ça. Cette question de l'eau dépasse Séguineau. C'est un échec des élus martiniquais parce qu'on ne découvre pas comme ça une situation en 24 heures. Il y a des erreurs qui ont été commises en amont. On n'a pas fait les investissements qu'il fallait. On a laissé certains élus céder à la pression, à la séduction, à la vision d'un certain nombre d'entreprises qui ne coïncidaient pas nécessairement avec l'intérêt général, cette vision. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où d'abord, on n'a pas investi pour renouveler et les canalisations pour certaines datent d'il y a 50 ans, même si c'est Mossophène, il y en a les Capouilles. Bon. Et donc il y a beaucoup de fuites. La moyenne de l'eau qui arrive chez l'habitant par rapport à l'eau qui est traitée, c'est à peu près pas loin de 50%, quoi. Je crois qu'il y a 46% de l'eau qui se perd. Donc pourquoi mettre un litre de l'eau, mais c'est en 10 000 litres seulement qu'on attrape la caillou. Donc il n'est pas bon. Et sur Fort-de-France, ou pas même trapper en 10 000 litres, ou quoi mettre en litre, ni 600 millilitres qui capati, plus qu'il en moitié capati. Alors, mais bon caillou là en l'air, là, bon quoi monter là, ni 3 jours, ni un tuyau qui pétait, il a jeté de l'eau sous la route là. Ça, c'est ça, nous, ouais, c'est sous la route là. Mais ça qui en bas bois, nous, c'est encore plus. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas été, je dirais, dans la prévoyance. Et c'est d'autant plus grave, vous voyez, parce qu'il ne faut pas me comparer notre situation, là encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais on nous dit, mais en Guadeloupe, c'est guère mieux. D'ailleurs, à un moment, nous t'es contents que nous, puisque d'après nous, nous t'es ni de l'eau ou pas t'es ni de l'eau. Il y a des tours d'eau beaucoup plus fréquemment en Guadeloupe, c'est vrai. Mais la différence à la Guadeloupe, c'est que l'eau ne coûtait pas aussi cher qu'en Martinique, parce que nous avons l'eau la plus chère de France. Il y a certainement des scandales en dessous de ça. Nous avons l'eau la plus chère de France. Non seulement nous avons l'eau la plus chère de France, c'est-à-dire plus chère qu'en Guadeloupe, mais en Guadeloupe, il n'y avait que 60% des gens qui payaient l'eau. 40% des Guadeloupéens ne payaient pas l'eau. En Martinique, 90%, pour ne pas dire 100%, des Martiniquais paient l'eau. Donc, pas dis-moi, c'est parce que vous n'avez pas attrapé l'argent, vous n'avez pas fait travaux. Les autres, les gens qui payent le litre de l'eau, regardez la facture aux autres mamans là. Sur la facture, il y a une ligne de la facture qui est prévue pour les travaux, y compris, pas seulement les travaux courants, mais ce qu'on appelle les grands travaux. On sait par exemple qu'une canalisation va durer 30 ans, donc on met par petits morceaux un petit peu d'argent dans votre facture pour faire ce qu'on appelle des provisions. Il y a mettre l'argent à sous côté, il y a faire conseiller grand monde là, chaque mois là où toucher l'argent, on va mettre petit brin là, ou ça ou quoi ni pour y faire 3 cailles là, ou quoi mettre petit brin, ou quoi mettre petit brin. Donc petit brin ta yo te mettre le monte ka payer de l'eau, te ka prendre te mettre à sous côté. Ni 15 millions qui disparaissent dans baïta. Parce que là, ils ont transféré contrat en moment, ils ont passé contrat de la SME pour le SIX. Là, ils ont transféré contrat, tenu en boule l'argent là, 15 millions. Boule l'argent, c'était l'argent que nous avons payé pour faire travaux. Ils ont quitté l'entreprise là. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui a accepté ça? C'est pas moi, hein? Donc, ces bagailles-là, mais il faut que le peuple Martiniquais sache ça. Il faut que savent ça. C'est pour ça que les gens disent oui, mais quand même, nous faisons tic-tac, etc. Non. Là où pas fait travail, il faut qu'on s'accepte ça. Les élus martiniquais, tout ça qui était là, ils sont responsables de la situation. Pas chercher d'autre côté. Pas chercher d'autres responsables. Ce n'est pas de l'eau qui va tomber, la rivière qui sec, bagaille comme ça. Si vous avez fait ça, vous avez pour faire depuis jours, nous ne pas là. Et ce n'est pas faute de l'argent, vous avez prendre l'argent, soi-disant, pour votre feuille. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, juste avant de parler des problèmes de statut qui ont été déboulonnés, je vais vous montrer une photo. Vous l'avez peut-être vue déjà sur Facebook. On a l'impression qu'on est un petit peu au Club Med. Quand tu me passes la photo, Grégory, s'il te plaît.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche-là avec le président de l'exécutif et tout le monde là. Et les autres, ils marchent à sous photo, ni un lot monde qui boit de la mer, mais à sous bois de la mer, ni un monde qui n'y a un téléphone qui travaille toujours pour payer. Alors, c'est ça, vous regardez. Vous payez all inclusive, mais moi, là, qui travaille pour payer toujours. Très bien. Il faut bien une note d'humour dans tout ça. Mais bien sûr, c'est pour ça que d'ailleurs que je vous la passe, parce que moi, je trouve ça excellent. Les gens réagissent vite. Et nous avons des Martiniquais ou des Martiniquaises qui réagissent vite et qui ont de l'humour dans ce pays-là. J'en profite pour dire aux Martiniquais que le secteur aura des difficultés, ce secteur du tourisme, et qu'il faut que les Martiniquais, je pense qu'ils sont d'accord, qu'ils aillent dans les restaurants, qu'ils aillent chez les artisans, plutôt que d'aller ailleurs, qu'ils consomment local plus que jamais, parce que nous avons besoin, pour soutenir notre activité économique et donc l'emploi, que les Martiniquais essaient de faire un maximum d'achats sur place. Consommer local, tout ça, ça peut acheter un pays à l'agriculture, les artisans, les restaurateurs, tout ça, ça peut acheter un pays à, fait ça comme exceptionnellement comme un acte de civisme vis-à-vis de ça qui peut de travail. Alors justement, puisque vous parlez de ça, ce coronavirus a mis beaucoup de pays à terre. Il y a beaucoup de sociétés qui vont disparaître, mais la Martinique, justement, vous allez nous en parler, nous donner votre avis là-dessus. Faire venir des touristes ici aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Parce qu'on a peut-être peur que s'il y a des touristes qui viennent en Martinique, on risque de relancer la pandémie. Et en même temps, le secteur touristique a pris une belle calotte là, dans cette histoire-là. On ne peut plus faire venir personne en Martinique. Comment gérer cette situation, M. Montplaisir? Là encore, avec mesure, raison et également avec toute la prudence qu'impose cette crise. Il ne faut pas faire des choses sans réfléchir. Je pense que le rythme auquel le gouvernement a procédé, même si le confinement, il aurait pu l'avoir décidé un peu plus tôt. Ça, c'est peut-être la critique qu'on peut lui faire. En tout cas, moi, je peux y réfléchir avec d'autres. Je pense que progressivement, le retour à la normale est indispensable. J'étais personnellement pour la réouverture des écoles, quand le gouvernement l'a annoncé. J'ai entendu des réponses que je qualifie d'irresponsables. J'ai entendu, pendant le même temps, Sylvia Saï-Soutan était en train de travailler avec des enseignants et des responsables des écoles, notamment avec des proviseurs et avec des principaux de collège. J'ai entendu qu'on ouvrirait les écoles qu'en septembre. Bon, c'est-à-dire vous avez un élu qui est responsable des problèmes du secteur de l'éducation, qui est en train de travailler dans une démarche sérieuse, comment on va faire, quelle sécurité pour les enfants, quelle sécurité pour les enseignants, etc., etc. Une déclaration à l'emporte-pièce, nous pas ouvert avant septembre. Bon, heureusement que Sylvia Saï-Soutan, dans son effort de sérieux, avec ses enseignants responsables, a continué le travail qui fait qu'un certain nombre d'écoles, au fur et à mesure, sans presser les gens, sans donner intimer d'ordre, ceux qui veulent, etc. Voilà, petit à petit. J'ai entendu en Guadeloupe, dans le même temps, le président de la région de Guadeloupe qui a dit on n'ouvrira pas avant septembre. Le même président qui, dans son même sens des responsabilités, appelle à ce qu'on ouvre les vols étrangers depuis 15 jours. Depuis 15 jours, il y a une montée en pression qui dit ouvrez tout. Le timing me paraît être le bon. Il fallait que l'on voie si vraiment cette pandémie était sous contrôle. Pour ça, il fallait attendre quelques jours. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne me suis pas associé à cette demande. Et alors, j'ai été critiqué, évidemment. J'ai entendu des hôteliers martiniquais dire, mais nos élus, et en particulier vous, monsieur Montplaisir, vous ne dites rien. Et pourtant, vous savez bien que nous avons des intérêts familiaux dans le secteur de l'hôtellerie. Vous ne dites rien, mais il faudrait ouvrir le ciel, il faut que les gens puissent revenir. Il est temps. C'est ce que disait un certain nombre. Moi, je n'ai pas apporté mon soutien à cette démarche-là. Parce que je savais que petit à petit, les choses allaient revenir à la normale et qu'il n'était pas nécessaire de nous faire prendre des risques inutiles. Donc je suis dans le tempo qui a été prévu. Le ciel est ouvert petit à petit, donc les gens peuvent se déplacer. On a supprimé un certain nombre de dispositifs qui faisaient que les gens ne voulaient pas venir. Si vous venez en vacances et puis on vous dit de rester dans une chambre d'hôtel pendant 15 jours, que personne, 14 jours,
Je connais même un Martiniquais, un artiste, hein, qui n'a pas résisté à ça. Il est parti, on a été le chercher, enfin ça a fait un peu défouiller la chronique. C'est que c'est pas facile d'être enfermé dans une chambre pendant 15 jours. Donc les gens ne vont pas venir en vacances pour être enfermés dans une chambre. Donc petit à petit, les choses vont se faire. Ce que nous avons demandé, c'est qu'en amont, on teste les gens, pour ne pas laisser entrer des gens ici qui seraient atteints du Covid. Je constate d'ailleurs, je fais un peu une digression, mais quand même, il faut le dire, que nous prenons des responsabilités et des décisions. On a fait entrer des jeunes qui étaient au Canada, il y en a 2 qui avaient le Covid. Si on les avait testés comme nous le demandons, c'était quand même le b.a.-ba de les tester. On ne teste pas 100 000 personnes, on pouvait demander qu'avant que ces 15 jeunes rentrent, on les teste. Bon, c'est pas grave, parce que ce sont nos compatriotes, ils sont chez nous, ils sont, je pense, confinés, donc je veux dire, il faut relativiser tout ça. Mais je veux dire, il faut être cohérent. Le problème, c'est qu'ici, très souvent, on dit une chose, le lendemain, on dit le contraire, tout le monde a oublié ce qu'on a dit hier, on peut dire le contraire demain, et puis on refait, et puis on redanse, et puis voilà. C'est un genre de tango qui va faire à ce côté. C'est même pas un tango, peut-être c'est un rumba, ou bien un merengue. Hein? Un coup à gauche, un coup à droite, un coup pas ici, un coup pas là, ou ouais ou pas ouais, ou ton ou pas ton. C'est pas sérieux, ça. Certains diront zanzolé. C'est un terme employé aussi. Oui, un zanzolage de la pensée. C'est très fréquent chez nous. Et le problème, c'est que dans ce zanzolage-là, l'arbitre, qui est l'opinion publique, qui est le peuple, il a la mémoire courte. Et il oublie des fois, il ne fait pas attention. Il ne dit pas, mais tiens, hier, il disait de ne pas ouvrir les écoles. Aujourd'hui, il dit ça. Hier, voilà, non. Moi, je crois qu'il faut laisser les choses se faire. Il y a des dispositions qui vont être prises. On travaille là-dessus avec sérieux. Un contrôle au départ, 72 heures avant. On refait un contrôle ici. Si on contrôle la température à l'arrivée, on met en place un certain nombre de procédures, comme nous vivons aujourd'hui. On se lave les mains, on ne fait pas de contact proche, etc., etc. Parce qu'il va falloir revivre. Il va falloir revivre. Et d'ailleurs, il y a une partie de la Martinique qui revit et qui n'a jamais cessé de vivre. Tous ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux, qui ont été extraordinaires, qui quelquefois, pas seulement, ça s'est passé en Martinique, des gens m'ont raconté que leurs voisins ne voulaient pas qu'ils rentrent dans leur logement. On leur disait, pas venir mener ici à nous, etc., etc. Bon, nous avons les gens des forces de l'ordre, de la police, les éboueurs, vous, il y a beaucoup de personnes en Martinique, et les gens, et ces gens qui travaillaient aux caisses des grandes surfaces, qui voyaient défiler des quantités de personnes devant elles. Au début, on n'avait même pas mis toutes les mesures de protection qui ont été mises ensuite. Ces gens-là, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. Ce sont des gens qui ont été dans un contexte difficile, responsables. Alors soyons tous responsables. Il n'y a pas de raison que c'est en compagnie qui a fait, et puis en compagnie qui a serré maman là. Il faut que nous vivions dans la vie. Il faut qu'on retourne au travail. Donc, il faut déconfiner. Alors, est-ce que la croisière a du mal à reprendre, à recommencer? Parce que la présidente du CMT disait qu'il faut relancer tout ça. Ce que j'ai trouvé un petit peu indécent, c'est d'entendre certaines personnes dire que les agences de voyage et les compagnies de croisière ont, pour 99 €, permis que des Martiniquais ou des Guadeloupéens soient malades par le Covid. Alors bon, franchement, c'était un petit peu léger, c'était fait par un journaliste en plus. Mais vraiment, aujourd'hui, la croisière, comme les autres secteurs, aura du mal à rebondir après ça. Moi, je comprends que les gens soient angoissés. On n'a jamais eu une telle situation, on n'a jamais vécu une telle situation. Pour nous, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Mais dites-vous bien que ce que nous avons vécu, et je voudrais qu'on garde ça à l'esprit, c'est ce que vivent certaines régions du monde, en Asie ou en Afrique, depuis des décennies. Vous avez entendu parler de Ebola, etc. Vous imaginez, et des gens qui sont démunis, qui ne sont pas comme nous, qui sont complètement des fois démunis. Donc, ça doit nous amener à réfléchir aussi. Hein. Ça doit nous amener à réfléchir, et puis aussi à bien comprendre que l'humain ne peut pas penser et faire n'importe quoi, qu'il doit penser qu'il est dans un monde fini où il y a de plus en plus de mouvements et donc où malheureusement on aura de plus en plus ce type de risque. Mais la croisière, à un moment donné, ils vont revenir les croisiéristes. Quand reviendront-ils?
D'abord, quand on sera dans un espace plus sécure du point de vue de la pandémie. Ensuite, quand on aura tous les dispositifs de sécurité à bord, comme à la descente des navires, parce que même quand la pandémie sera passée, il va falloir maintenir, et ce sera peut-être pas plus mal, parce que ça évitera peut-être d'autres problèmes après. Bien sûr. Il va falloir maintenir des dispositifs qui avaient été mis en place au niveau de la Martinique, ce qui nous a permis d'ailleurs, contrairement à d'autres, de déceler très tôt, y compris à bord, des personnes qui étaient malades. On a décelé sur certains bateaux des équipages ou des personnes qui étaient... Parce que personne ne descendait sans test. Donc, et le grand port de la Martinique avait pris grand soin à ce qu'il en soit ainsi. Bon, après, il y a eu une polémique. On ne voulait... Enfin, quand même, je veux dire, il y a des choses ici, il faut que je le dise, qui me choquent. Comment nous, Martiniquais, nous pouvons dire que nous ne voulons pas que des Martiniquais qui soient sur un bateau descendent en Martinique? Où est-ce qu'on veut les envoyer? Moi, j'ai entendu mes compatriotes martiniquais dire, en parlant d'autres compatriotes martiniquais, « Yo a bon bateau, yo malade, pas quitter au débattu. » C'est pas possible. C'est notre famille, c'est nos frères. Comment on peut se comporter comme ça? Comment? Alors, voyez à l'autre côté, voyez Saint-Lucie, voyez en Italie, mais pas quitter au débattu Martinique. Nous pas même frère nous, nous peut pas faire en solidarité puis frère nous. Il faut arrêter ça. Et ce mouvement anxiogène qu'il y a eu, il s'est traduit par la panique. Il ne faut pas paniquer. La situation est risquée. On a des médecins, on a des procédures, il faut se dire, ok, je peux prendre ma voiture tout à l'heure et avoir un accident, mais comme j'éviterai d'aller trop vite, comme je ferai attention, etc., je devrais arriver à bon port. Donc c'est comme ça qu'on doit accepter de vivre. Le monde ne peut pas être un monde sans risque. Donc, regardez ce qui va se passer. Toutes ces Martiniquais, et heureusement, qui vont rentrer pour les vacances. Les enfants, etc. J'ai 2 de mes petits-enfants qui sont dans la banlieue parisienne. Ils font leurs études. Ils sont dans une zone rouge. OK? Qu'est-ce que je leur dis? De ne pas rentrer en vacances? Je leur dis rester là-bas, pas venir mener les autres là-bas, moi. Je vais les recevoir. Donc il faut arrêter. Et puis il faut être raisonnable. Alors, concernant, on parlait de racisme tout à l'heure là, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé le 22 mai, un certain nombre de la statue, par 2 endroits, a été déboulonnée de Victor Schellcher. Qu'est-ce que vous pensez de cette action de ces jeunes qui ont déboulonné? Est-ce que vous comprenez un peu leur souffrance avec l'histoire de chlordécone, avec tous les soucis que la Martinique a déjà eus? Est-ce qu'on peut comprendre leur exaspération et puis qu'ils ont pu... Et depuis, on s'est rendu compte qu'en Angleterre, en France, peut-être pas en France, mais en tout cas en Angleterre et aux États-Unis, plein de statues sont déboulonnées. Il y a d'autres endroits encore où il y aura d'autres statues qui vont être déboulonnées. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre? On peut tout comprendre. Si on fait un effort, quand quelque chose se produit, quand quelqu'un réagit d'une certaine manière, même si vous ne partagez pas son point de vue, vous pouvez le comprendre. Et donc, en plus, ce sont des jeunes Martiniquais. Certains sont des amis, des parents ou des enfants. Bon, voilà. Ça, c'est notre petit pays qui est comme ça. Vous ne savez pas si moi, je n'ai pas une parente parmi ceux qu'on appelle, comment on les appelle, les activistes. Les activistes, oui. Bon, activistes, j'aime pas beaucoup ce terme d'ailleurs qui rappelle un peu terroriste. Même si par certains côtés, si vous voulez, et je pense qu'ils n'en mesurent pas la portée, certains actes ne répondent pas à l'objectif poursuivi. D'abord, je pense que nous avons un patrimoine qui nous est commun. Ce patrimoine, il nous est légué par l'histoire. Bon. Alors, certains éléments et certains pans de cette histoire sont pas à mettre en valeur. D'autres nécessitent que, parallèlement, on mette en valeur un contrepoids. Je pense que Victor Schellcher est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que, quand je dis un mauvais exemple, Victor Schellcher était un blanc, alsacien, qui vivait dans un autre siècle, à une époque où la majorité des gens étaient favorables, pas ceux qui souffraient de l'esclavage, bien sûr. Mais ceux qui mettaient les autres en esclavage, une majorité d'entre eux, ça leur paraissait quasiment normal, ou en tout cas, ça leur paraissait nécessaire. Bon. Ces gens-là
à un moment donné, ils ont pu adhérer à cela. Ils ont pu adhérer à cela. Je rappelle que Maître Manville, je rappelle que Fanon, qui, Dieu sait, on ne peut pas les taxer, sont partis au début se battre pour le drapeau de la République française. Et puis après, ils se sont aperçus que, etc., et ils ont eu leur point de vue. Bon, et pour autant, on ne leur dit pas, mais tiens, à un moment, tu es parti te battre pour la République. Et puis après, tu étais contre la République. Alors, où est-ce que tu étais bien, où est-ce que tu étais mal, où est-ce que tu étais blanc, où est-ce que tu étais noir, etc. Donc c'est l'histoire qu'il faut accepter. Et en l'occurrence, Victor Schœlcher a eu le mérite, à un moment où l'opinion publique, la majorité de l'opinion publique blanche, était favorable ou acceptait l'esclavage, de dire ça n'est pas acceptable. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas lui faire un procès à lui. Bon. Qu'après, on ait fait un peu de doudouisme, etc. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais gamin, de cette chanson qui disait « Grâce à Schœlcher ». Vous avez entendu ça comme moi. Bon. Donc, c'était un peu doudouisme, mais en même temps, c'était une expression aussi populaire. Je rappelle que cette statue a été érigée, la statue de Madame Marie-Thérèse Longfou, qui est une de nos grandes artistes, hein, a été érigée avec l'argent de la cotisation de dons de Martiniquais. Bon. Donc, une volonté martiniquaise. Je rappelle par ailleurs que les statues sont en place parce que les maires veulent bien qu'elles soient en place. Les maires sont l'expression de la démocratie. Si vous voulez enlever la statue et la remiser, c'est votre droit, comme l'a fait à l'époque Marie-Jeanne. Il ne l'a pas cassée. Il l'a déboulonnée et il l'a rangée dans une remise. C'est votre droit, puisque vous avez été démocratiquement élu. Et cette place-là s'appelle maintenant la place du 22 mai, à Vieux-Pilote. Et c'est très bien, et c'est très bien. Que l'on mette à côté une statue, celle de Bizet. Mais Bizet, par exemple, vous savez qu'il a eu des esclaves, lui aussi, à un moment donné. Bon, alors... Bon, voilà. Vous voyez, tout ça est un peu compliqué. Et Victor Schœlcher, à mon avis, je dis c'est un mauvais exemple, parce que cet homme-là, il a quand même été bien, au bout du compte, à un moment, à la fin de sa vie, après qu'il se soit rendu compte. Parce que ce qui est grave, c'est quand vous constatez quelque chose et puis que vous n'en tirez pas les conclusions, que vous n'allez pas au bout. Il s'est rendu compte que ça n'était pas acceptable et il s'est battu contre l'esclavage. Donc, moi, ce que je vous dirais de tout cela, c'est que j'entends tout cela. J'entends le fait que... Moi, je suis d'une génération où on ne nous parlait pas de l'esclavage. C'était un non-dit. On en parlait très peu dans les livres d'histoire. C'était même pas une demi-page. Quand le professeur ne sautait pas la demi-page en question, mal à l'aise qu'il était sans doute d'aborder ce sujet. On n'en parlait pas dans les familles, parce qu'on était soit... le bourreau, soit la victime, soit plus souvent encore, et le bourreau et la victime. Et donc, il y avait beaucoup de non-dits. Nous ne connaissions même pas notre histoire. Nous ne nous étions pas trouvés des héros. Et il y en a eu. Il y en a eu des héros qui se sont battus contre des anonymes, qui ne doivent plus être anonymes. Donc tout ça, je comprends tout cela. Mais en même temps, allons au bout des choses. Vous imaginez qu'on s'attaque maintenant aux églises ou aux temples? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Non, mais ils ont cassé une plaque qui était sur la devanture de l'église, ce qui n'est pas déjà acceptable. Mais imaginez qu'ils s'attaquent aux églises. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « On y pour y attaquer l'église là, pour y ouais. » C'est à ça qu'on veut arriver en Martinique? Pourquoi? Parce que Monseigneur Macaire, un homme extraordinaire, je veux dire, les Martiniquais, tout le monde dit qu'ils ne le voient pas comme le signe du passé, c'est un homme d'avenir. Mais c'est notre abbé Pierre, tout le monde l'aime. Bon. Et il dit les choses, il dit les vérités, il ne faut pas croire qu'il n'aborde pas ces sujets-là. Moi, je ne suis pas son porte-parole, mais je l'ai déjà entendu. Ce sont des sujets qu'il aborde avec lucidité, y compris des erreurs qui aient pu être commises. Et il les reconnaît. Mais en même temps, on ne peut pas non plus casser les églises, parce qu'à un moment, l'église, je vous rappelle que quand Christophe Colomb est venu, et il est venu aux Antilles, qu'il ne savait pas devoir découvrir, au nom de la Sainte Église catholique, avec la bénédiction de l'église, etc., etc. Et puis je ne vais pas aller plus loin. Donc ce que je veux dire, c'est
soyons dans notre histoire, soyons partie de notre histoire. Acceptons notre passé. Acceptons notre passé. Mais comme certains, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse des plaques sans déboulonner les statues où il y a problème, qu'on fasse des plaques pour pouvoir dire cette personne aussi avait fait ça, que la statue reste en place, mais qu'on puisse aussi dire qui c'était. Bien sûr, parce que tout est relatif, qu'on puisse dire à un moment donné, jusqu'à telle année, il a été esclavagiste, il a eu des esclaves, etc., peu importe. Ce qui n'était pas le cas de Chelcha, il n'avait pas d'esclaves, mais il aurait pu en avoir s'il avait vécu ici, vu le rang de sa famille, etc. Il est probable qu'il en aurait eu. Et donc, écrire tout ça, bien sûr. Je suis pour aussi que l'on mette en valeur ceux qui se sont battus contre. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et je pense que un des plus grands hommes de l'humanité, je le dis, évidemment, on va dire c'est Jésus-Christ, évidemment. Mais je veux dire, quand on regarde l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, une des plus grandes figures de cette humanité, et je la place cette figure au-dessus de Gandhi. Parce que Gandhi, quelquefois, il est critiquable par certains côtés, notamment sa vision du noir. Hein. Les gens ne savent pas ça. Hein. Il avait une vision du noir, si on le lit un peu, qui était, bon, quelquefois, c'était un peu, pour lui aussi, un peu des sous-hommes. Alors, bon, on le considérait comme un sous-blanc, et puis en dessous de lui, il considérait les noirs. Bon, peu importe. Fermons la parenthèse. Mais le plus haut pour moi, c'est Mandela. Quel exemple. Quel exemple. Et je voudrais que les Martiniquais pensent à cet homme-là tous les jours. Cet homme qui a passé des dizaines d'années en prison, qui a été insulté, qui a été opprimé, qui était au plus près de ce qu'a pu être l'esclavage. Au XXe siècle, il y avait des gens à qui on interdisait de dormir dans certaines zones, qui devaient rentrer chez eux dormir le soir, qui bien évidemment n'avaient pas accès aux lieux publics, qui étaient cantonnés dans certaines fonctions, etc., etc. Il était de ces hommes-là. Il a été en prison pour ça. Il a refusé. Il aurait pu sortir de prison. Il a refusé d'en sortir parce qu'il fallait qu'il renonce à ce combat-là, qu'il a mené jusqu'à son terme. Et quand on l'a enfin libéré, lui, il a cassé ses chaînes, lui. Il a cassé ses chaînes. Pas comme certains à bon marché. Parce que quand vous savez que vous ne risquez rien, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et malheureusement, le système de notre République, trop souvent, est permissif. Mais lui, ce n'était pas permissif, on tuait les gens. Il a risqué sa vie. Je ne sais pas comment il est passé au travers. Et à la fin de tout cela, c'est cet homme-là qui a dit, je n'oublie pas, avouez, et vous serez pardonné. Quelle leçon! C'est ça, comme ça qu'il faut que nous construisions notre pays. C'est sur cette humanité-là qu'il faut que nous construisions la Martinique. Pas sur la haine, pas sur le rejet de l'autre, pas sur l'autre est un étranger, sur l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, sans accepter naïvement n'importe quoi. Moi, je me mets debout des fois, souvent même. Je vais vous faire un aveu, je le fais publiquement. Je suis très souvent suspecte aux yeux de certains béquets de ne pas aimer les béquets. Ce qui est faux. Parce que je dis les choses quand je vois qu'elles ne sont pas acceptables. Et donc on me dit, mais qu'est-ce que tu as contre les béquets? J'ai rien contre les blancs, contre les noirs, contre les rouges, contre les jaunes, contre les béquets. J'ai rien contre personne. Je dis simplement, si un noir se comporte en raciste vis-à-vis d'un blanc, je vais lui dire, ça n'est pas bien ce que tu fais. Et si un blanc, ce qui arrive plus souvent, malheureusement, se comporte mal vis-à-vis d'un noir, je lui dirai ça n'est pas acceptable. Et c'est ça comme ça que nous devons nous comporter. Et c'est nous, sans mêler, nous, Antillais, qui devons donner des leçons aux autres de tolérance et d'acceptation de l'autre, qu'il soit, quelle que soit la couleur de sa peau. Puisque nous avons été un moment, quelquefois, le fruit d'un viol. Ça arrivait, malheureusement. Mais quelquefois aussi, le fruit d'une grande histoire d'amour entre des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. Pas la haine. Et qu'est-ce que ça vous laisse comme penser ce qui se passe aux États-Unis? Enfin, surtout pour George Floyd, depuis 2 ou 3 semaines. Les États-Unis sont un pays un peu brutal, même très brutal. Bon. Je vais vous dire, moi j'ai été frappé un jour où je suis passé en voiture des États-Unis au Canada.
Et ensuite, j'ai fait le trajet dans l'autre sens. Après avoir fait passer une semaine au Canada, j'ai repris la voiture, je suis passé dans l'autre. Et j'ai été frappé par la différence de comportement. La frontière est à 50 mètres, quoi. Ouais. Vous passez d'un côté, vous êtes de l'autre côté. D'un côté, vous avez des Canadiens, des policiers canadiens, de l'autre, vous avez des policiers américains. Le comportement est totalement différent. C'est incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, vous sentez bien cette brutalité. Vous sentez bien cette manière de donner les ordres, de dire, comme ça, allez, si tu bouges, on va te taper, etc. C'est indicible, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, ce sont des sociétés qui sont différentes. La société américaine est une société qui peut être très brutale. Bon. Et donc, ce qui s'est passé est l'expression de cette société. Avec en plus, si vous voulez, ce qu'on appelle là-bas les rednecks, c'est-à-dire les cous rouges, on les appelle comme ça parce que c'était en fait les ploucs, quoi. Ils travaillaient dans les champs au soleil, et comme le soleil tapait sur leur cou, ça leur donnait le cou rouge. Donc, aux États-Unis, ce sont les rednecks. Bon, les coups noirs, les coups rouges plutôt. Les coups rouges, bon, c'est les ploucs, quoi, grosso modo. C'est des mecs qui sont assez basiques. C'est la clientèle des populistes. Mais nous avons nos populistes en Martinique aussi. C'est-à-dire que vous donnez des idées simples à des gens et des réponses simples sur des problématiques qui sont compliquées. Vous leur dites, on n'aime pas les béquets. Il ne faut pas aimer les béquets. Voilà. Ça paraît simple. Le béquet, il a des terres, tu n'en as pas, donc tu vas pas l'aimer. Bon. Aux États-Unis, vous avez les machins, ils disent, n'aime pas les noirs. Je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas les noirs? Ah ben, ils sont noirs. C'est pas pourquoi. On n'aime pas les noirs, c'est comme ça. C'est ce genre, je ne dis pas que ce soit son cas, je ne le connais pas, ce monsieur qui a tué. Bon, sans doute, sa tête était comme ça. Et il a tenu ce brave homme qui le supplie pendant 8 minutes. 8 minutes. Il l'a tenu. Et qui lui dit, mais je vais mourir, j'étouffe. Les gens qui lui disent, il va mourir. C'est un crime en direct, quoi. Filmé, en plus. Et ce monsieur Floyd, il est finalement le martyr. Quelquefois, vous savez, il faut des martyrs des fois pour faire déclencher quelque chose. Pour faire avancer des causes. Alors, c'est malheureux parce que il n'avait pas demandé à être martyr, sûrement. Sa famille non plus, d'ailleurs. C'est malheureux parce que on voit tant de souffrances. Mais en même temps, dans le même temps, ça réveille un réflexe et peut-être une prise de conscience et peut-être une évolution qui permettront qu'il y ait un meilleur respect de la condition humaine, de l'humanité. Et donc, dans ce grand malheur, vous savez, l'attitude du président des États-Unis aussi alimente ça, hein, alimente ce qui s'est passé, parce que, bon, voilà, toujours un peu plus, etc. Donc, voilà, c'est l'expression. Mais moi, je ne jette pas tous les Américains avec le bain, parce que les Américains sont en même temps des gens prodigieux dans des situations qui nécessitent l'expression d'une solidarité et d'une chaîne humaine. Ils sont des fois les premiers. Donc il ne faut pas juger un peuple ni une catégorie sociale, c'est-à-dire on jette l'anathème sur tous les policiers, on jette l'anathème sur tous les Blancs, on jette l'anathème sur tous les Américains. Je ne suis pas pour ces raccourcis-là. Bien. J'ai remarqué que Miguel Laventure, qui était dans votre groupe, candidat malheureux à Fort-de-France, il n'est plus dans le groupe de Bas Pays en Chance. Non, il n'est plus dans le groupe. J'ai tenu à clarifier les choses et je les ai faites avec lui, avec Alfred Marie-Jeanne. Nous avons eu un certain nombre de réunions au sein de notre groupe. Je n'ai pas pris cette décision seul. Nous avons eu un certain nombre de réunions de notre groupe et nous avons constaté que nous avions une difficulté. Dans les discussions que nous avons avec le président de l'exécutif et dans les divergences sur l'appréciation de certaines situations, il est important que nous ayons une position commune à notre groupe. Quand, par exemple, nous avons souligné à l'attention du président que les investissements ne nous semblaient pas suffisants au cours des différentes années de la mandature, Miguel Laventure a pris position contre notre groupe.
quand nous avons souhaité qu'il y ait un effort qui soit fait sur l'investissement en empruntant un peu plus, nous avons encore trouvé en rupture avec notre démarche. Quand un certain nombre de conseillers exécutifs, y compris par exemple Marinette Torpille, ont porté un certain nombre de dossiers dont la mise en œuvre aurait été ici aujourd'hui fort bienvenue. Je pense de ce fonds Jérémy de 25 millions d'euros qui devait servir au financement des petites entreprises et qui a pris 2 ans de retard. Qui bloquait le dossier? Qui bloquait le dossier? Vous imaginerez que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas que nos projets avancent. Non, c'était encore lui qui bloquait le projet avec un peu, je dirais, l'assentiment du président, sans doute, parce que je pense que si le président est frappé du poing sur la table, à un point tel que nous en étions arrivés à ce que le président de l'exécutif écrive à Marinette Torpille et à Miguel Laventure en leur disant le dossier de Jérémy n'avance pas, vous n'arrivez pas à vous entendre, parce que comme il n'avait pas donné clairement la responsabilité à l'un des 2 membres de l'exécutif, il y avait une forme de tiraillement et Marinette Torpille n'arrivait pas à faire émerger ce dossier qui nous paraissait très important. Eh bien, il a fini par leur dire, comme vous n'entendez pas, moi je vais reprendre ce dossier et je vais m'en occuper. Sous-entendu, vous êtes 2 incapables, ou en tout cas vous n'êtes pas capables de vous entendre, et pourtant vous êtes censés être du même bord politique. Il me l'a dit. Il m'a dit, mais on ne peut pas comprendre, il y a dans le même bord, ces autres même, comment dire. C'est là que je lui ai dit, écoutez, c'est très clair. Nous n'avons pas et nous n'avons plus de convergence de vues suffisante avec Miguel Laventure. Donc, je lui ai dit en créole, pour l'imager bien, on dit, moi, j'avais que les autres cas fonctionné, comme c'est beaucoup, point et où. Je lui ai dit ça comme ça. Comme c'est beaucoup, point et où. Et donc, il est très clair, et je ne suis pas fâché avec Miguel Laventure non plus, avec qui je continue à travailler. Mais au moins, les choses sont claires. Nous avons, nous, une vision du développement, une vision de l'engagement, qui est une vision que nous partageons dans notre groupe, qui n'est pas tout à fait, il faut bien le dire, celle de l'autre partie de la majorité. Regardez le dossier du tourisme qui a été confié à Karine Mousseau. Tout le monde sait qu'il y a eu des moments de tension. Tout le monde sait qu'on a diminué de 15% le budget du comité martiniquais du tourisme quand Karine Mousseau est arrivée. Et qu'il a fallu se battre pendant presque 3 ans pour obtenir qu'on remette le budget au niveau où il était avant 2015. Et malgré tout, nous avons fait des économies. Karine Mousseau a fait des économies substantielles en réduisant les dépenses inutiles du comité martiniquais du tourisme. Et finalement, on a été plus efficace puisque depuis, l'activité touristique n'a cessé de croître depuis 2015, après l'accident Covid évidemment, accident hors norme, mais pendant toute cette période-là, on a eu cette croissance. Et le responsable du tourisme à l'exécutif, j'avais souhaité et demandé à Marie-Jeanne que ce fût Marinette Torpille, parce qu'elle s'occupait du développement économique. Miguel Laventure a fait des pieds et des mains parce qu'il était responsable du budget et des finances. Le président, pour des raisons, lui a cédé, et c'est donc lui qui est responsable du tourisme. Donc celui qui ne donnait pas, je sais qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, puisque tout est concentré dans les mains du président de l'exécutif, mais quand même, il a un petit bout de pouvoir, et s'il avait appuyé avec nous, on aurait peut-être réussi. Mais quand on disait augmenter le budget du comité martiniquais du tourisme, celui qui est à l'exécutif responsable du tourisme répondait « Je ne peux pas vous augmenter parce qu'il n'y a pas d'argent », puisqu'il était aussi président de la commission des finances. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas rester comme ça dans des contradictions. Vous ne pouvez pas la journée où s'en mêle, et puis la nuit où chauve-souris. La journée on dit plim, la nuit on dit poêle. Il faut qu'on les mansave là où il est. Et donc, clairement, quand nous allons demander, parce que nous pensons qu'il faut le faire, et que nous adoptons une position qui n'est pas celle du président de l'exécutif, dans le cadre d'une discussion, quelquefois d'un rapport de force,
nous le faisons de manière claire. Et personne ne va venir dire nous, mais pourquoi venir demander moi ça? Pourquoi dire moi c'est les autres qui ont demandé ça, mais un tel épisode qui a demandé moi l'autre bagaille? Pourquoi demander moi faire ça? Même si épisode qui a dit moi faire comme ça. Et pourquoi servir ça pour pas faire ça? Comment? Donc, à deux manières, en lait, on dit, bon, vous voulez faire prendre de l'eau moustache pour lait? Si vous c'est lait, ou lait, ou de l'eau moustache, ou de l'eau moustache, vous ne pouvez pas l'aider. Et voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on ne peut pas faire gagner du temps aux Martiniquais? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de, j'ai envie de dire, de pas faire un clash, mais faire une motion pour aller aux élections? Parce que, monsieur Monplaisir, le bateau n'est plus gouvernable là. Est-ce qu'on ne va pas gagner une année en faisant ça? Je ne sais pas si le bateau est plus gouvernable, je pense qu'il est gouvernable et qu'il est gouverné, parce qu'il y a quand même des institutions, il y a un système, etc. etc. Ce qui est important, effectivement, c'est de manière pratique de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux possible dans l'intérêt de la Martinique. Dans l'intérêt de la Martinique. Ce qui est important, c'est de viser le résultat. C'est comme dans l'affaire de Céline. On peut se faire plaisir et puis ça va coûter très cher. Ou bien on se dit, bon, allez, ça va coûter 225 000 €, j'aurais préféré que ça ne coûte rien, mais ce sera toujours mieux parce qu'au moins j'aurai atteint mon objectif. Aujourd'hui, comme hier, l'objectif que je poursuis, c'est de préserver l'intérêt des Martiniquais. Nous avons tout fait pour essayer de porter notre contribution avec comme limite de ne pas provoquer ce qui aurait été pire, c'est-à-dire une crise institutionnelle qui aurait débouché sur l'anarchie, qui aurait débouché sur des tensions, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, quel est le degré d'urgence? Le degré d'urgence, c'est la crise. C'est pour ça que je dis c'est la crise. Il faut donc, et j'espère qu'on y arrivera, que nous fassions en sorte qu'il y ait un plan de relance et que ce plan de relance soit suffisamment significatif, je pense 300 millions d'euros, 300 à 400 millions d'euros, pour que le levier qu'il va provoquer derrière permette d'éviter la catastrophe sociale que je souhaite voir éviter à la Martinique. C'est ça qui est le combat que nous menons. Je ne désespère pas de le mener dans le cadre actuel. Nous allons essayer, nous le faisons par des exercices d'explication, de faire partager notre point de vue. Il y a toujours la possibilité pour l'Assemblée, puisque c'est l'Assemblée qui vote le budget, de voter. Et ce que je souhaite, c'est que l'on comprenne bien que la question n'est pas de savoir, ou en tout cas pas seulement de savoir, qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on peut me dire, oui, mais vous dites ça, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il y a tellement de choses à faire en Martinique. Il y a tellement de dossiers qui sont en attente. Il y a tellement de dossiers dont on me dit que si on avait le financement, on pourrait les mettre en œuvre. Et dont on sait qu'ils sont utiles. Je me suis battu, par exemple, pour que l'on restaure la maison dite des Tourelles et la maison de Béanzin. J'avais obtenu que ce soit inscrit comme priorité budgétaire dans les propositions du président qui présente ses orientations budgétaires. Il a inscrit que la remise en état du patrimoine de la collectivité est une des priorités. On a inscrit ces deux maisons-là et j'apprends incidemment, il y a quelques jours, que peut-être qu'on va faire quelque chose sur la maison de Béanzin. Il y a 2 ans sont passés, on n'a pas fait ça. Donc, et quand je posais la question à Daniel Marie-Sainte, il m'a répondu, il n'y a pas d'argent. Je lui ai dit, mais il n'y a pas d'argent quoi? Je dis, mais le président l'a mis dans ses orientations. Il me dit, je n'ai pas d'instruction du président. Je lui ai dit, mais il ne peut pas être plus précis que ça. Il l'a mis il l'a écrit nommément dans les orientations budgétaires. Donc je veux dire, il y a tellement de choses à faire en Martinique que la question n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. La question est de savoir combien d'argent on va mettre sur la table pour faire ce qu'il convient de faire et comment on va définir les priorités sur les actions qu'on va mener. Les priorités doivent être définies en fonction de l'utilité, mais aussi de la rapidité de mise en œuvre. Parce qu'il ne faut pas que l'on fasse des projets qui vont se réaliser seulement dans 5 ans ou dans 1 an. Il faut qu'il y ait très rapidement, dans le volet que l'on va mettre en œuvre de disposition et de décision, il faut que ce soit mis en œuvre très rapidement. On enclenche très rapidement le processus de réalisation, le processus de dépenses et le processus de paiement des entreprises, pour que ces entreprises recrutent des salariés pour faire le travail. Mais elles vont pas, c'est pas dans 5 ans qu'on a besoin qu'elles les recrutent, c'est dans 3 mois.
qu'elles ne licencient pas, parce qu'elles vont avoir un plan de travail, parce qu'elles vont avoir des choses à faire. C'est ça que nous voulons. Et je ne désespère pas de convaincre le président de l'exécutif. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Vous recevez ici souvent, il y a un ami, qui est un collègue, Michel Branchi, bon, qui a une vision de notre système économique, qui d'ailleurs n'a pas tellement réussi, le système communiste sur le plan économique, c'est plutôt le fiasco. Bon, et lui qui dit, bon, allez, on va rien faire, bon. J'espère le convaincre. J'espère convaincre Alfred Marie-Jeanne. Et puis j'espère convaincre un maximum de mes collègues de l'Assemblée. Parce que si au sein de l'Assemblée, nous arrivons à être suffisamment nombreux pour pouvoir dire de manière majoritaire que nous demandons à l'exécutif de mettre en œuvre le principe d'un plan de relance et que nous précisons que ce plan de relance ne peut pas être un plan de relance au rabais, mais qu'il doit être à la hauteur de la gravité de la situation et de l'exigence liée aux urgences, eh bien on aura peut-être un plan de relance de 300 à 400 millions d'euros qui sera voté. Si vous votez ça dans l'Assemblée, l'exécutif sera obligé de l'exécuter. Grosso modo, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Il devrait être obligé. Bon, D'accord. On a déjà vu, notamment dans notre Assemblée, des cas où on a voté, et puis derrière, la preuve, c'est Guinaud, on avait voté, et puis on a essayé de contourner le machin, donc il vous trouve un... Bon, après, bon voilà, après on va faire encore le job, on va dire, mais vous n'avez pas fait, on va mettre un petit peu la pression là où il faut, on va essayer... On va faire en sorte que ça se fasse. Mais sinon l'alternative, c'est quoi? L'alternative, vous l'avez évoqué, c'est de renverser l'exécutif. C'est possible, c'est prévu par les textes, mais il faut 75% de l'Assemblée. Puis après, vous les avez. Je ne sais pas si on les a ou si on les aurait ou si on pourrait les avoir. Avec Jean-Philippe Nilor, avec l'opposition, avec les Marie-Janistes... Je ne sais pas si ça n'est pas ma démarche. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas, à moins que... mais si on y a... Une petite précision, monsieur Monplaisir. Si telle chose se passe, les 9 de l'Assemblée rentrent chez eux. Ils ne peuvent plus revenir dans l'Assemblée. Les 9 de l'exécutif. Les 9 de l'exécutif sont sortis. 9 de l'Assemblée doivent être désignés par un vote. Et puis les 9 suivants qui étaient sur les listes remonter. Bon, donc, mais mettons ça. Essayons d'être pratique. Moi, je suis toujours pratique. On essaie de faire ça. On destitue l'exécutif. On provoque des élections. Au mieux, allez, ça va être décembre. Au mieux. Le temps de décider, le temps de machin, voilà. Mais pourquoi faut-il faire des élections? Si c'est simplement remplacer les 9 de l'exécutif, c'est automatique, ça? Vous pensez qu'en changeant simplement le système de gouvernance, on aura tout résolu? Je pense que ça peut provoquer une crise. Ça peut provoquer une crise parce que vous ne savez pas comment va voter l'opposition, vous ne savez pas comment va voter la majorité actuelle, vous ne savez pas s'il n'y aura pas derrière, on ne va pas rentrer dans une espèce de régime de parti. Moi, je pense que cette instabilité institutionnelle n'est pas appropriée. On est tout près d'une date d'élection. L'élection, en principe, c'est mars de l'année prochaine. Ce qu'il faut, c'est fonctionner au mieux comme c'est maintenant. C'est maintenant, au mieux. Et si possible, trouver une majorité au sein de cette Assemblée qui exige du président de l'exécutif qu'il modifie sa vision et qu'il modifie sa politique. Bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous pour clarifier la situation pour les téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, espérons que tout ira mieux pour la Martinique, parce qu'avant tout, il s'agit du bien-être des Martiniquaises et des Martiniquais. C'est le sens du combat que nous menons, et moi, je demande aux Martiniquais de bien écouter. Je vous remercie de donner le temps d'expliquer, de bien écouter de tous bords, qu'ils écoutent toutes les radios, toutes les télévisions, qu'ils écoutent tous les hommes politiques, avec toujours un esprit d'ouverture. Parce que si on écoute les gens, mais sans les entendre, c'est pas la peine. Il faut écouter vraiment et entendre ce que les gens disent. Et puis à partir de là, eh bien, il faut se faire son idée et avoir l'honnêteté et le courage. Ça, c'est quelque chose que j'essaie quelquefois. Vous savez, c'est pas facile de prendre certaines décisions parce que voilà, vous savez que vous allez avoir du mal à expliquer, vous savez qu'il y aura la pression de l'opinion publique qui ne sera pas nécessairement favorable, vous savez que vous avez aussi le doute sur le choix. Mais si vous êtes convaincu vraiment, au fond de vous, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, du bien fondé de ce que vous pensez, et vous devez être libre de vos pensées, eh bien il faut aller dans la logique et dans l'aboutissement de votre pensée. Et dire, puisque je pense ça,
je vais faire comme ça. Et on peut continuer d'avoir des sentiments, on peut continuer à aimer les gens, on peut continuer à avoir de la sympathie pour eux, on peut continuer à avoir du respect pour eux, mais on peut aussi ne pas être d'accord avec eux et on peut leur dire, nonobstant tout cela, nonobstant le fait que je te reconnaisse que tu as fait des choses bien, je considère qu'aujourd'hui, tu es dans l'erreur et donc je préfère te le dire parce que, comme vous le dites, je veux servir l'intérêt du plus grand nombre. Merci beaucoup, monsieur. Mon plaisir. Merci à Grégory dans le nodal. Et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable nuit dans les bras de Jésus. À très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.